le meilleur et le pire. Kengue Bakala est ça la solution. Fuir son pays est ça la solution. Enfin je ne sais pas. Chargé de mission, Monsieur Atanganji, c'est lui qui coordonne également les questions de sécurité auprès du président, qui lorsqu'il s'assoit sur un plateau de télévision, il dit il n'y a pas de problème anglophone, moi je suis anglophone et l'ordre régnera par tout moyen. En fait, nous autres qui sommes même francophones, nous nous demandons, mais on parle de quoi? J'ai envie de rire. Ben ça fait rire, mais moi ça me fait pleurer parce que... J'étais au Cameroun il y a de cela 27 ans lorsque quelqu'un proche linguistiquement de moi déclara à la télévision qu'il y a eu 0 mort. Pourtant mon ami Simon avait été tué, donc c'est tout le temps du même folklore. Voilà, et vous voyez donc que c'est de mauvaises habitudes qui ne sont pas à imputer à une famille linguistique. C'est pour ça que je parle d'un autre gouvernant. Le problème il est là. Lorsqu'en novembre 2016, les avocats habillés en robe noire, en robe de travail, décident de marcher pour revendiquer, on n'est pas obligé de les battre, de les rouler dans la boue. Lorsque les enseignants revendiquent, et légitimement, puisque 3 mois plus tard, après les avoir battus, on leur concède ce qu'ils demandaient 3 mois plus tôt. Battus chez les spectateurs, que vous compreniez, ils sont molestés, quoi. Ils sont molestés. Non, avocats, ils ont compris. Donc, lorsqu'on il faut que mon public français que le comprenne aussi. Voilà pourquoi j'appuie là-dessus, pardonnez-moi. Ok, bon, à Château-Rouge aussi, ils ont compris. Donc, je parle Château-Rouge parce que j'y suis allé il y a 2 jours et j'ai trouvé beaucoup de compatriotes. Vous étiez en Afrique, là? Oui, on m'a dit que c'était le secteur africain et pour les inviter à la conférence que je vais animer le lendemain, je suis allé les voir. Donc ils sont molestés, ces enseignants, ces avocats qui revendiquent un droit. Ils revendiquaient quoi? Pour les enseignants, ils revendiquaient une meilleure adéquation du système éducatif. D'ailleurs, même les parents s'y sont joints parce qu'il y a une affectation qui est parfois négligente des enseignants. Vous savez, quand vous envoyez un enseignant francophone enseigner en anglais des matières techniques, la physique, la chimie et tout le reste, ça peut poser problème quand il n'a pas eu le temps de s'adapter linguistiquement. Ça, ce n'est qu'un exemple. Pour la justice, vous savez, le droit germano-romain en vigueur, je suis juriste de ce côté-là, francophone, est différent du droit common law, de la common law qui est d'inspiration britannique. D'un côté c'est codifié, de l'autre c'est coutumier. Et lorsque vous êtes donc dans un tribunal où le juge est francophone, d'inspiration germano-romain ou romano-germanique, et que le plaignant est anglophone et a pour avocat un anglophone formé au Nigeria ou en Angleterre, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. Ça fait un choc. C'est pour ça qu'ils avaient formulé un certain nombre de propositions pour régler le problème. C'est pour ça que je suis moi choqué quand j'écoute par exemple le ministre de la Communication dire c'est des sécessionnistes. Monsieur Issa Chiroma Bakary, pour le citer. Ce sont des sécessionnistes, ce sont des fauteurs de troubles, des terroristes. Non. C'est des personnes qui ont formulé clairement des propositions. Pour le cas de l'enseignement supérieur que je connais mieux, et j'aime toujours prendre cet exemple, 1 an avant la crise, ils avaient déjà, dans le cadre d'un groupe de travail mis en place par le ministre de l'enseignement supérieur, formulé des revendications écrites qui sont dans les tiroirs depuis janvier 2016. La crise éclate en novembre 2016. Donc, cela signifie que s'ils avaient été écoutés, si quelqu'un avait un temps soit peu pris la peine de lire leurs revendications, on aurait pu éviter cette grosse crise au Cameroun alors. Peut-être qu'ils ont lu, mais s'ils y avaient réservé une suite, on n'aurait pas eu ce problème. Mais il faut bien en sortir. Au point où on en est aujourd'hui, on fait comment? C'est la vraie question. Voilà, on peut toujours vous emboîter sur la question que j'allais vous poser par la suite. Qu'est-ce que vous préconisez en tant que Cabral Libye, président de la République demain? Qu'est-ce que vous prévoyez pour permettre à ces 2 blocs de cohabiter dans la paix? Quelles sont les solutions? Je préconise qu'on ouvre le débat sur la forme de l'État. J'estime que la crise dite anglophone n'est pas une crise sécessionniste ou une crise d'indépendance. C'est une crise d'autonomie. Les peuplements anglophones souhaitent retrouver une autonomie qui leur permette de préserver ce qu'ils constituent, ce qu'ils considèrent comme leur identité. Et ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, parce que l'identité n'est pas seulement d'importation. Aujourd'hui au Cameroun, la crise d'autonomie est plus étendue qu'on ne le pense. C'est pour ça que nous proposons un État régional
un État en plusieurs régions. Vous êtes donc pour un fédéralisme à 10 régions, quoi? Non, c'est pas le fédéralisme. Le régionalisme n'est pas le fédéralisme. C'est la version, comment je peux dire... Ne nous la faites pas la française, hein, car ça ne marche pas fort les régions non plus chez nous. Hein. Oui, ça marche pas fort, mais ça marche mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas, Cabral Libye, imaginer un Cameroun fédéral avec 10 États autonomes? On peut effectivement imaginer un État fédéral. Est-ce que ce ne serait pas la solution au problème, une fois pour toutes? Nous pensons que ce n'est pas la solution. Parce que le fédéralisme, c'est un État fédéral, des entités fédérées et une démultiplication massive des institutions. Pour un État comme le nôtre, nous pensons qu'on n'est pas obligé d'arriver à cette démultiplication massive des institutions. Il faut simplement une répartition équilibrée des attributions. C'est-à-dire un État central qui conserve un certain nombre d'attributions générales qui concernent tout le monde. Et puis, des entités régionales dotées à leur tête de conseils élus, dotés de pouvoirs délibérants et de pouvoirs réglementaires sur un certain nombre de sujets. Donc plus de délégués de gouvernement démocratiquement nommés, le peuple démocratiquement informé. Non, évidemment non. Là c'est une aberration, ça tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on aurait à la tête des régions et dans des régions des mairies, des personnes élues à la tête des mairies qui composent ces régions. C'est une version de notre point de vue moins dispendieuse que l'État fédéral, mais qui conserve et qui préserve et qui promeut l'objectif recherché par le fédéralisme. Je suis en discussion très poussée avec un certain nombre d'intelligences anglophones et nous tombons vite d'accord. Nous leur disons, en fait, nous poursuivons le même objectif, sauf que nous proposons une formule qui est économique et qui est en réalité plus en adéquation avec les attentes réelles. Ne tombons pas simplement dans des schémas classiques, fédéralisme, confédération et autres. Trouvons en réalité, on n'est même pas obligé d'appeler ça régionalisme. On peut trouver le nom que nous voulons, mais c'est l'objectif in fine que nous recherchons qui est important. L'objectif c'est quoi? C'est l'autonomie. Les peuples camerounais veulent aujourd'hui, à cause de la déception de l'État central. Il y a une anecdote que j'aime raconter, c'est juste pour détendre l'émission. Comme vous suivez bien l'actualité de vos radars, vous devez savoir que dans les bars là-bas, il y a une chanson. On pourra faire des sketchs avec lui une fois qu'il sera étudié. Hein? Mais sur ce point, je suis sûr que nous l'avons en partage. Et il y a une chanson qui chauffe là-bas ces derniers temps, où le musicien, j'oublie même son nom, et il dit on vous a abandonné telle chose, et vous venez encore vous disputer, nous quittons à 100 francs, on ne vous a pas laissé. En fait, c'est une chanson qui traduit le fait que beaucoup de Camerounais aujourd'hui vivent comme si l'État n'existait pas. Il tombe malade, s'il a un peu de moyens, il va en clinique privée parce qu'il sait qu'à l'hôpital public, il ne sera pas soigné. Ah oui, vu comment les femmes peuvent mourir devant des hôpitaux. Voilà. Son enfant doit aller à l'école, il ne l'amène pas à l'école publique. Seuls les indigents y vont. Il amène son enfant à l'école privée. Il construit son domicile, il se dote d'un château d'eau et d'un groupe électrogène parce qu'il sait que l'État ne lui donnera ni eau ni les délestages. Les délestages sont ce qu'ils sont. Donc les Camerounais ont développé non pas une sorte de résilience, mais une sorte de bulle. Et c'est le danger dans de cela, M. Moafo, c'est que c'est le socle de l'égoïsme. Vous savez, lorsque l'État disparaît, chacun lutte pour ses intérêts, l'État devient une bête où on va prendre ce qu'on peut prendre pour renforcer son socle de protection. C'est peut-être philosophique quand c'est dit comme ça, mais c'est la réalité. C'est une réalité chez vous. C'est la réalité, merci. C'est une réalité. Je n'ose plus travailler dans votre pays depuis 2006, car en tournant un documentaire intitulé « Les filières africaines de la prostitution » avec mon ami Olivier Logo, j'ai été menacé dans les aéroports chez vous. Ce qui fait que, dorénavant, quand j'arrive au Cameroun, vous ne me voyez pas sur les chaînes de télé, vous ne me voyez nulle part. Je me fais petit, je vois ma famille, je repars parce que on ne peut pas chez vous parler, on ne peut pas dire des choses qui vont dans l'intérêt de la population. Donc je vous comprends bien, c'est une réalité chez vous, l'égocentrisme même aujourd'hui. Voilà. Et c'est un danger, c'est un danger pour l'État car au Ghana aujourd'hui, à Accra, l'État a du mal à élargir les routes. Juste parce qu'on a favorisé le droit coutumier, on a favorisé l'égocentrisme des populations. Aujourd'hui, des personnes, des individus, on peut le dessus sur l'État, ce qui fait que cela rend extrêmement difficile le développement de la ville. Donc, je vous laisse poursuivre. Voilà, en fait, j'étais au bout de mon raisonnement, mais en fait, on peut densifier. Vous avez employé des termes que j'aime bien. Je me fais tout petit, je vous cite, je vois ma famille,
et je repars. Dites-vous bien que c'est comme ça que le Cameroun fonctionne aujourd'hui. Même des personnes de bonne volonté comme vous qui ont essayé de faire des choses ont réussi à les décourager. D'ailleurs, on a l'impression que c'est un mode de gouvernance. Le groupuscule qui tient l'État en otage préfère éloigner les gens de l'intéressement étatique pour qu'ils se conservent entre eux un certain nombre de privilèges. Et c'est justement ce à quoi nous nous attaquons lorsque nous entrons dans le champ politique. Parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi de l'élection en fait. On a réussi à dire aux gens, votez si vous voulez, ce que vous voulez n'aura jamais lieu. C'est nous qui gagnerons toujours. Et du coup les gens se sont dit, ok, restez avec. Sauf que vous leur laissez l'élection, vous leur laissez le pouvoir, vous leur laissez l'État. À terme, on arrive à quoi? À rien du tout. Parce que si c'était passager, on pouvait encore se dire, ok, comme ils en ont pour 5 ans, et dans 5 ans, on recommence à zéro. Mais non, le système se perpétue. C'est même 7 ans. Il se reproduit. Oui, en fait, j'ai juste ça copie toujours en France. Hein. Ce que je veux dire, c'est que 5 ou 7, ils sont là depuis 35 ans, tout au moins ceux qui sont arrivés en 82. Et ils sont en train de se reproduire. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, le président Biya, âgé de 85 ans, pour des raisons naturelles, pourrait ne plus être là. Mais ce n'est plus lui aujourd'hui le problème. C'est le système qui l'a forgé et qui est en train de travailler pour préserver cette situation qui vous a rebuté, qui vous a fait partir. Ça veut dire que vous, M. Moafo, vous resteriez ici? Non. Je suis aujourd'hui en France pour vous dire à vous, M. Moafo, rentrons au Cameroun. Ah bon? Ben oui, c'est pour des gens comme vous que je suis là. Rentrons au Cameroun. Bon. Je voudrais que ce studio soit installé justement au quartier que vous aimez tant, Vorada. Rentrons au Cameroun. Et pour que vous rentriez, je sais pourquoi vous êtes parti. Et je vous dis... J'ai doute fort que vous le sachiez. Hein? Mais vous venez de me le dire, sauf si vous n'avez pas tout dit. Non, je ne suis pas parti. À cette époque-là, j'étais même déjà de nationalité française. Mais bon, le problème, okay. C'est pas moi. De toute façon, ça ne vous a pas donné envie de revenir. Voilà, on va donc dire je ça sais au ça. moins pourquoi vous n'avez pas envie de revenir. Et j'ai envie de vous dire, et je n'ai pas seulement une envie, je vous le dis, rentrons. Mais pour que nous rentrions ensemble, il faut que nous nous entraidions. D'accord. C'est ce que je propose à la diaspora. Je prends engagement ici sur JMTV Plus aujourd'hui. Si les passeports camerounais nous étaient rendus à Richard Bona, à Prince Yango, comme à moi et à bien d'autres, oui, nous penserions à rentrer au Cameroun. Monsieur Moafo, élu président, je réviserai le code de nationalité de 68 au plus tard, à la prochaine session parlementaire. Parce que la révision, c'est une loi. Le code de nationalité. Donc à la prochaine session, la première session parlementaire qui aurait lieu après ma prestation de serment, je proposerai aux députés un projet de loi révisant le code de nationalité et réinstaurant la double nationalité. Pas seulement la double, la plurinationalité. Ah oui, parce qu'il y en a chez vous qui ont 3 passeports, 4? Non, moi j'encouragerais même les gens à avoir 5 passeports. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous avons besoin de capter les énergies qui viennent de partout pour bâtir notre pays. Nous avons des Camerounais disséminés partout qui montrent de beaucoup de talent partout ailleurs, s'ils peuvent même avoir ces nationalités. Et que tout ce qu'ils peuvent obtenir partout où ils vont, ils le capitalisent pour leur pays. S'il faut passer par la plurinationalité, c'est pour que vous compreniez la philosophie qu'il y a derrière. La seule restriction, et nous n'avons eu le cesse de le dire, et ce que nous regrettons, vous faites bien d'évoquer les policiers dont vous parlez. Monsieur Moafo, que vous, pour des raisons que vous ne m'avez pas données exactement, vous ayez acquis un passeport français, je le comprends. Mais je sais que ce n'était pas de gaieté de cœur sans vous l'avoir demandé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si je dois me battre, encore qu'il ne faut pas se battre pour ça, ça s'impose aujourd'hui tout naturellement, pour que vous ayez votre passeport et que vous reveniez au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui est directeur général au Cameroun depuis 25 ans, lui, il a changé de nationalité. Je le trouve quand même suspect. Du coup, une fois que j'ai réinstauré la plurinationalité, lui là, je suis obligé de lui dire, il t'est difficile toi d'être député ou maire ou ministre encore. Il faut que tu m'expliques exactement pourquoi, pendant que tu étais là, alors que tu n'avais aucune raison de changer de nationalité, toi tu l'as changé. Ah. Ça veut dire que tu savais... Ça va être compliqué, hein? Ah ben, ça va pas être compliqué parce qu'ils ne sont pas très nombreux. C'est des gens qui sont conscients de l'incurie qu'ils ont instaurée au Cameroun. Ils savent très bien à quoi conduit l'incurie et ils utilisent le passeport étranger comme une planche de salut pour échapper aux conséquences des actes qu'ils posent. Et on ne peut pas les loger à la même enseigne que vous, M. Moafo. Rassurez-vous, chers téléspectateurs camerounais, français, je n'ai jamais bénéficié de rien au Cameroun avant d'en partir. Chers téléspectateurs de JMTV+, nous allons maintenant passer à un aspect
encore plus sérieux, c'est pas dire que ce que nous faisions ne l'était pas. Vous avez entendu Maître Akeremouna déposer sa candidature ces jours-ci à la présidentielle. Que pensez-vous de l'homme? Je pense beaucoup de bien de l'homme. Il a un parcours très intéressant. Il a travaillé au sein des organisations internationales. Il a même été à un moment proche des cabinets camerounais. Jusqu'à un moment, il a été appelé comme avocat dans des affaires retentissantes. Et il était avocat de l'État en ce moment-là. Je pense qu'il y a des ouvrages de certains compatriotes qui évoquent bien ce passage-là, dont il a été proche des hauts responsables à la présidence de la République, M. Atangana Mabara notamment, puisque c'est lui qui l'avait sollicité dans ce dossier. C'est quelqu'un qui a une forte respectabilité internationale. C'est quelqu'un qu'à titre personnel, je connais, et quelqu'un même de très chaleureux, avec qui nous partageons un certain nombre de points de vue. Donc, qu'il arrive dans la scène politique, désormais comme candidat à l'élection présidentielle, moi je suis très heureux parce que je suis sûr que le débat politique deviendra passionnant. Vous savez, M. Moafo, ce dont je rêve par-dessus tout pour 2018, c'est d'un débat politique passionnant. Idée contre idée. Et que le peuple s'abreuve des idées novatrices que ceux qui veulent le conquérir par l'élection lui proposeront. Et quand il y a des personnes, des profils comme cela qui arrivent, forts de leur expérience, de leur stature internationale et autres, j'attends maintenant vivement que nous nous affrontions sur le champ des idées. Et qui sait, peut-être que nous cheminerons ensemble. Vu la situation sociopolitique au Cameroun aujourd'hui, je parle de la crise dite anglophone, pensez-vous que M. Akeremouna soit l'homme idoine pour apaiser les tensions? Non, ce sont les propositions qu'il fera. Mais j'ai déjà idée de quelques-unes. M. Akeremouna est pour le fédéralisme. Oui, il l'a dit à il un est pour le fédéralisme. Frère, oui. Voilà. Donc, le fédéralisme comme le régionalisme que nous nous proposons, c'est deux formules qui se rejoignent in fine. C'est que c'est l'autonomie. Bon, pour le fédéralisme, c'est une sorte d'indépendance, à la vérité. Donc, lui, il va plus loin que ce que nous proposons, sauf que nous pensons que cette distance supplémentaire qu'il s'autorise n'est pas utile. Le problème de fond, c'est le problème d'autonomie, et ça fait faire des économies à l'État, parce que nous avons essayé de comparer les deux. Mais c'est son point de vue, je le respecte, c'est pour ça que je dis que je suis heureux qu'il arrive et que nous débattions, parce que lui, il a une proposition claire là-dessus. Nous avons une proposition claire là-dessus. Beaucoup d'autres hommes politiques, pour des questions de calcul, jouent entre les deux et attendent de voir dans quel sens le vent va tourner pour enfin se prononcer. Je ne trouve pas ça courageux. Lui, il a une position claire. Je ne sais pas si ça tient du fait qu'il soit anglophone ou pas, mais c'est sa position, je respecte et nous débattons. Pour moi, il est plus bilingue qu'anglophone. Hein? Oui, c'est quelqu'un effectivement de bilingue. Bon, je crois qu'il est plus anglophone que bilingue quand même, pour avoir fait des débats publics avec lui. Do you speak English? Yes, I'm trying. I'm improving my level in English. You improve English? Yes, I'm improving. Where were you born? In Ezeka. Ezeka? Yes. Ah, I see. So... exactly in Ekwamain, near Ezeka town. Have you ever been in the British part of Cameroon? Have you ever been there? Severally. I'm going there, yes. I see. So that you could be the next Cameroon president because you are very bilingual, isn't it? Not very bilingual. I've told you that. I'm improving my level in English. It is not the top, but I'm trying. Ok. Dites-moi, Cabral Libi, est-ce que vous serez prêt à mettre vos ambitions, revoir vos ambitions à la baisse et accepter de travailler avec Akeremouna? Je vous l'ai dit. Je pense que la réponse à cette question appartient au peuple. Si M. Akeremouna le souhaite, c'est d'ailleurs une discussion que nous avons entamée avant qu'il n'annonce sa candidature. Moi, je lui avais demandé de rentrer dans le champ politique, selon la bannière qu'il souhaite. Parce que je pense que le Cameroun a besoin d'hommes politiques comme lui. Et je lui dis, si jamais il nous écoute, M. Akeremouna, il est là, dites-le lui. Nous sommes en train de construire une plateforme. Arrêtons avec nos égoïsmes, où chacun se comporte comme si
il avait reçu une révélation qu'il serait forcément le seul à pouvoir être élu président au Cameroun. Recherchons la légitimité populaire. Mettons-nous ensemble dans le cadre d'une plateforme. Et avant d'aller à l'élection, soumettons nos idées à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous suivent, nos militants, nos partisans et autres, et puis laissons-les choisir lequel d'entre nous peut le mieux porter leurs aspirations contre l'autre ou les autres candidats. Je pense que c'est un devoir de recherche de légitimité, c'est aussi un devoir d'humilité. Donc s'il arrive dans le champ politique, comme d'autres avant lui, avec la révélation que ce n'est que eux qui peuvent être présidents, je crains que ce qui arrive aux autres leur arrive. Cabral Libye, vous avez du mal à répondre par oui ou par non. Hein? Si vous m'avez cité des similitudes entre votre programme et celui d'Akeremouna, que vous appréciez bien. Oui. Alors je vous demande, sur ce point-là, oui, mais je ne connais pas les autres propositions. Seriez-vous prêt à mettre, à revoir vos ambitions à la baisse et travailler avec Akeremouna? Mais je viens de vous répondre. D'abord, il m'est arrivé de répondre par oui quand vous m'avez demandé en anglais si je suis déjà allé en zone anglophone. C'est pour rire. Mais c'était quand même oui. Et maintenant, pour revenir à votre question, je vous le dis, moi, j'ai l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Oui. Mais je subordonne l'accomplissement de cela au choix du peuple. Je suis donc prêt à travailler avec le candidat que ce peuple aura choisi. Très bien. Si c'est monsieur... Le mérite d'être clair désormais. Mais je croyais l'avoir dit. Il ne faut pas croire, il faut penser qu'un Vocadaon doit vous écouter, tout comme un Nubel. Ils finiront par prendre ça mal. Hein. Donc, si dans le cadre d'une démarche où au préalable, nous requérons le point de vue et le choix du peuple, si c'est lui qui est choisi, ou un autre, je le suis. D'ailleurs, il faut aussi que lui accepte que si c'est moi qui suis choisi, qu'il me suive. Ne vous inquiétez pas, la question lui sera posée bientôt. Ouais, voilà. Il faut déjà qu'il accepte de faire partie de la plateforme. Avant-dernière partie, ensuite nous passerons aux questions des téléspectateurs. Et en ce moment, on fera venir une téléspectatrice sur ce plateau qui a fait un long déplacement pour vous rencontrer. Voilà. Le franc CFA est un autre problème aujourd'hui en Afrique francophone. Que pensez-vous de cette monnaie? L'Afrique francophone doit-elle la conserver comme monnaie ou bâtir sa propre monnaie? D'abord, nous pensons que... Pas d'abord. Nous pensons que le nom est déjà source de problème. C'est vrai, on a modifié un terme, mais CFA, c'était bien franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, c'est franc de la communauté financière d'Afrique, voilà. Ou d'un côté, ça c'est en Afrique de l'Ouest, et de la coopération financière en Afrique centrale. Nous pensons que notre monnaie devrait s'appeler Afro ou Panafrique, par exemple. Ou même Cori. Ou Cori, parce qu'il y a d'abord un concours qui a été lancé dans le choix du nom. Donc, ça c'est une chose. Mais dans le fond, ça c'est une question d'ordre formel. Dans le fond, nous pensons qu'un pays qui a des ambitions comme celles que nous nous affichons pour notre pays doit arriver à la souveraineté monétaire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais nous pensons échelonner cela sur 3 à 5 ans. Surtout 3 ans. Parce que pour arriver à la souveraineté monétaire, il y a des préalables. Le premier préalable consiste d'abord à renégocier la convention monétaire actuelle. Et renégocier avec les autres pays, parce que c'est une convention qui a plusieurs membres, dont la France. Parce que le compte d'opération est logé en France, dont la France et les autres pays d'Afrique. Parce que contrairement à ce qu'on pense, parfois les pesanteurs commencent en Afrique même. Et c'est sur tout le monde. Aujourd'hui, 50% de nos avoirs à l'extérieur, c'est-à-dire de nos devises, sont captés par le compte d'opération. C'est pas possible. Il faut réviser. Compte d'opération de quel pays? Dites-le. Hein. Il est logé dans le Trésor français. Français. C'est écrit dans la Convention monétaire. Et nous pensons, dans un premier temps, et très rapidement, dès la première année où nous arriverions, ouvrir une négociation pour redescendre à 20%. Parce que de toute façon, que même les pays qui ont une monnaie souveraine sont adossés à une monnaie internationale. Et généralement, le Naira est adossé au dollar, le CEDI est adossé au dollar. Puis je parle du CEDI parce que vous avez parlé du Ghana. Au Ghana 2 fois. Le Ghana CEDI, en 2008, était égal, avec la même parité que le dollar américain. Donc, voilà. Pour ne pas se casser la tête, Ghana CEDI, on appelait ça $1 et on passe à autre chose. Effectivement. Et
il y a toujours à la base une convention monétaire. Donc, il faut déjà réviser ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on peut aujourd'hui mettre sur pied un panier de devises. Pourquoi je parle de panier de devises? Parce que la parité aujourd'hui est assurée par la France, parce qu'au début, dans notre histoire, nous commercions à l'international presque exclusivement avec la France. Pas presque, exclusivement avec la France. Avec la France. Rendu en 2017-2018, nous commerçons avec d'autres pays. En dehors de l'Union européenne, nous commerçons même avec des États africains. Les chiffres donnent 18% des parts de marché à la Chine, 14% à la France seulement en Afrique francophone aujourd'hui. Voilà. Ça veut donc dire que la parité aujourd'hui pourrait se faire directement avec le renminbi, dont l'unité de mesure est le yuan. Pourquoi lorsque nous commerçons avec la Chine, il faut transiter par l'euro? C'est quand même une clause d'exclusivité qui, de notre point de vue aujourd'hui, peut être révisée. Ça, c'est des choses. C'est pour ça que nous parlons de panier de devises. C'est-à-dire que nous pourrions effectivement rester adossés à l'euro, mais concomitamment également au renminbi, au rand sud-africain, au dollar. Nous vendons aujourd'hui. Nous sommes dans la Goa. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Troisième chose, et la troisième est liée à cette deuxième, c'est le calcul de notre masse monétaire. La masse monétaire d'un pays est calculée sur la base, selon la théorie quantitative en économie monétaire. Je ne suis pas économiste, mais j'ai fait mes petites classes là-dessus. C'est quelqu'un de brillant, on m'a dit. Et je me rends compte. J'aimerais avoir votre propre point de vue là-dessus, mais peut-être pas tout de suite. Donc, se fondant sur la théorie quantitative, effectivement, la masse monétaire est calculée sur la base de la production. Donc, si on continue à calculer notre masse monétaire uniquement sur la part de production qui est vendue en Occident, il y a un problème. Ça veut dire que notre masse monétaire... On vend ailleurs, donc, ouais. On vend ailleurs. Ça veut dire que notre masse monétaire est sous-évaluée. Mais à ce niveau-là, le problème, ce n'est pas la France. Le problème, ce sont nos économistes, nos dirigeants qui ne mobilisent pas nos économètres. Vous savez, quand on sait comment vos dirigeants ont été placés là... Oui. Vous maîtrisez certainement ça mieux que moi, mais beaucoup d'entre eux, n'ayant pas de légitimité populaire et tenant généralement pour certains leur légitimité de l'étranger, ils ne se montrent pas très pressés d'engager un certain nombre de négociations. C'est pour ça que peut-être nous autres, nous partons sur une base différente. Vous avez dit, ce sont nos populations qui nous portent. Donc il faut réviser cette question. Il faut mettre nos économètres au travail pour dégager les règles réelles d'évaluation. Et puis quatrième chose, pour sortir, il faut régler les problèmes de gouvernance. Lorsque vous voulez arriver à la souveraineté monétaire, vous êtes obligé de vous doter d'institutions monétaires stables et rigoureuses qui échappent à l'incurie de l'ordre gouvernant. Parce que sinon, vous tombez dans des situations comme celles qui sont connues en Afrique d'inflation incontrôlable. Sachez qu'en France, on y pense, le 20 septembre dernier, donc il y a juste 2 semaines ou bientôt 3, l'Institut Montaigne, réputé en France, pondait un rapport remis à l'Élysée dans lequel on demandait, cet institut demandait à l'Élysée une refonte totale des règles de fonctionnement avec l'Afrique francophone, et la bonne gouvernance y était pointée, tout comme le franc CFA. D'ailleurs, l'Institut Montaigne indiquait clairement qu'il ne faut laisser aucun sujet tabou. Donc, vous emboîtez le pas l'Institut Montaigne, qui est une institution française de mon pays, en attendant que M. Cabral Libby soit élu et me rende un passeport camerounais. Nous allons donc inviter sur ce plateau Mme Patricia Yana, qui a fait des kilomètres pour venir à votre rencontre. Elle fait partie des téléspectateurs ou téléspectatrices qui regardent nos programmes. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Patricia. Bonjour, Jackie. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Fatigué, sorti du week-end fatigué? Très fatigué, pour la simple raison que ça a été dur le week-end, comme d'habitude. Ah, bon. Comme d'habitude. Alors, dites-moi, avant que je ne demande, je me permets à Patricia de poser une question. Vous avez fait une tournée aux États-Unis tout récemment. En juillet. En juillet, il y a quelques mois seulement. Il se dit que quelqu'un a endossé, un Camerounais d'origine basé aux États-Unis, a endossé tous vos frais de fonctionnement aux États-Unis. Est-ce vrai ou faux? C'est faux.
Il a endossé une partie. Une partie. Et puis d'autres Camerounais se sont joints à lui. C'était une invitation des Camerounais des États-Unis qui souhaitaient que j'aille échanger avec eux, un peu comme c'est le cas ici en Europe. Je tiens à vous rappeler que mon séjour en Europe est à 85% financé par les Camerounais vivant en Europe. Et j'ai beau leur dire que j'estime que ce sont d'énormes sacrifices, ils me disent: Cabral, on ne te demande rien, on te demande juste de te rendre disponible pour venir. Que voulez-vous que je réponde à la générosité de mes compatriotes? Si ce n'est leur dire merci. Connaissez-vous l'appartenance politique de ce grand financeur des États-Unis? Comment il s'appelle déjà, celui qui a mis plus d'argent? Jules Henri Mananga. Jules, est-ce que vous connaissez son appartenance politique au Cameroun? Il n'en a pas, ce que je sache. Il se dit qu'il est du RDPC. C'est faux. C'est faux. Si je me fonde... C'est faux. Oui, c'est faux. Il le dit lui-même. À qui veut l'entendre? Donc, si la personne indexée vous dit c'est faux et vous demande de lui apporter la preuve du contraire, tant que cette preuve n'est pas apportée, on est bien obligé soit de rester dans l'indécision, soit de lui concéder qu'il dit la vérité. Patricia, vous avez certainement une question à poser à Cabral Libye, c'est à vous. Déjà que je suis impressionnée, parce qu'il n'y a pas si longtemps, en étant sur ma page Facebook et tout, j'ai vu une émission qui m'a interpellée et tout. Vous étiez en train de passer sur Canal 2. Et puis, j'étais avec mes enfants, me dit, mais oui, une de mes filles me dit, mais oui, maman... Une de vos filles, vous dites? Oui, tout à fait. Que je fais un coucou, chérie, je t'aime. Qui me dit, mais oui, maman, c'est un Mbassa. Je dis, ah bon? Carrément que c'est un Mbassa. Je dis, mais d'accord, ça m'a interlocuté, tout ça et tout. Donc, je me suis rapproché, je dis, d'accord, je commence à vous suivre. Donc, depuis ce jour-là, vous êtes mon idole, hein, voilà. Ah, si. Wow. Tu vas m'excuser, Jackie. Wow. Je me suis réveillé quand même à 5h30 du matin pour pouvoir m'apprêter pour être là. Hein. Je connaissais la chanson La Goupille du pianiste, désormais je connais la chanson La Goupille de Cabral Libye. Tout à fait. Mais écoutez, je suis flatté, ça flatte mon ego que vous le disiez, mais ma foi m'interdit de me laisser considérer comme une idole. Non, parce que bon, au vu de la jeunesse... Non, je comprends bien, madame. C'est juste le mot, je le trouve un peu excessif. Idole, oui, écoutez, je ne sais pas quel autre mot je pourrais vous proposer, mais idole, je trouve, je ne suis pas digne d'être une idole. Bon. Non, bon. Posez votre question, Patricia. Donc, pour moi, tout à l'heure, j'ai suivi, Jacques, vous posez la question par rapport à la double nationalité. Pour nous autres... gens de la diaspora qui sommes ici depuis belle lurette et qu'on a souvent certains problèmes et tout, qu'on arrive en Afrique, tout ça, bon, la réponse, bon, comme vous avez si bien dit et tout, on verra quand vous serez élu, déjà, et d'autre part, par rapport, parce que moi, tous mes enfants sont nés ici, l'aîné a 29 ans aujourd'hui, la dernière fois, je l'ai amenée au Cameroun une fois déjà qu'elle était bébé, et la deuxième fois, elle-même est partie pour découvrir le pays, le Cameroun. Donc, par rapport aux débouchés, par rapport aux emplois, que comptez-vous faire et tout? Si un jour, par exemple, nous voulons rentrer. Alors, chaque fois que nous évoquons la question de l'emploi, nous l'évoquons sous un double prisme. Les emplois publics et les emplois privés. L'État est incapable d'embaucher tous les jeunes qui frappent à la porte du marché du travail. Nous sommes restés captifs du vieux schéma postcolonial où on formate les gens pour qu'ils deviennent des fonctionnaires. L'État du Cameroun paye tous les mois à peine 500 000 fonctionnaires sur une population active de plus de 13 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Donc, il faut créer des conditions permettant au privé de recruter. Ça, c'est une chose. Ces conditions sont de plusieurs natures. Ce sont des conditions d'ordre fiscal. C'est ce qu'on renferme généralement dans ce qu'on appelle le climat des affaires. Il faut créer un certain nombre de mécanismes qui sont d'ordre fiscal, d'ordre juridique. Il faut réviser la loi du travail
pour permettre au privé... Macron, la loi du travail. Oui, alors chez nous, je ne connais pas trop les termes de la révision ici, mais chez nous, la loi du travail est tellement injuste. Elle est vraiment injuste. Et il faut la réviser, elle date de 92, il faut la réviser. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose très importante, c'est d'encourager l'auto-emploi. Je ne connais pas la formation de votre fille. Oui. On va pas la prendre car sa fille est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous pensons que dans un pays comme le nôtre, il faut relâcher les énergies. L'impétuosité, l'intelligence de notre jeunesse aujourd'hui ne demande qu'un appui de l'État. Nous voulons mettre la PME au centre du développement. Et quand on dit PME, on dit banque des PME. Des mécanismes de financement. Il y a même des mécanismes qui existent au Cameroun. Ils ont juste été détournés en réalité de l'objectif qu'ils devaient atteindre. Il y a plein de programmes qui existent au Cameroun. Le PAGERU, le PIFMAS, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des mécanismes, d'ailleurs même les bailleurs de fonds étrangers ont englouti des milliards là-dedans, mais on donne de l'argent aux gens et puis le lendemain on vous apporte leur acte de décès. Et puis l'argent s'en va en fumée. Donc il faut normaliser cela. Et puis, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. La Chambre de commerce du Cameroun. C'est un organisme consulaire qui, par le passé, a joué un rôle incroyable dans la création des emplois, mais qui aujourd'hui a été placé sous la botte de l'autre gouvernant et qui ne se déploie plus. C'est pourtant un organisme qui permet de doter au secteur privé des moyens lui-même pour se réglementer et créer de la richesse. Donc, madame, cet arsenal-là que je vous présente, je peux vous garantir que le Cameroun, en très peu de temps, va même se retrouver en situation d'importation de personnes pour travailler. Parce qu'heureusement, nous sommes... Mais évidemment, il y a autre chose qu'il faut faire. Là, je répondais à cela pour votre fille parce qu'elle est déjà formée. Mais il y a un autre problème maintenant. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes qui sont impropres au monde de l'emploi. Parce que le système éducatif est mauvais. Vous savez, on forme des gens, ils ont tous des licences, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Parce que le système éducatif n'est pas professionnalisé. C'est encore un système éducatif où on fait l'école primaire pour le lycée pour l'université pour le quartier. C'est parfois plusieurs années après à l'université qu'on commence à se demander, mais où juste. Moi j'apprends même l'archéologie. J'apprends l'archéologie. Je vais même faire quoi avec une maîtrise en archéologie. Et puis on se rend compte que il n'y a au Cameroun aucune fouille sérieuse en archéologie. Et puis c'est ce jour qu'on s'est dit, ah tiens, bon je m'en vais faire la police. Et puis avec la maîtrise ou le master en archéologie, on se retrouve gardien de la paix. Parce qu'il faut bien commencer. Il faut bien manger. Il faut bien manger. Donc, on va acheter sa place. C'est tout cela, madame. Écoutez, est-ce que c'est pas une façon, la question de madame Yana peut se résumer à ceci: l'État devrait encourager, n'est-ce pas, encourager le développement des industries au Cameroun et surtout donner les moyens à ces PME de vivre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vais ici vous donner un exemple. J'ai une PME quelque part à Aqua, en face d'Arnaud, qui fabrique des coffres-forts certifiés ici en France. Ce garçon que madame Yana connaît achète son matériel ici en France, a suivi des formations ici en France et en Italie. Son produit est certifié en Italie, en France, mais il n'y a qu'au Cameroun qu'il n'est pas certifié. Et on ne comprend pas pourquoi. Il a entrepris les démarches, on lui demande les 30%, les 50%. Au finish, il y a 3 ans ou 4 ans, le ministère de l'économie lui a commandé 21 coffres-forts, mais ça a été un parcours du combattant pour se faire payer. Et là, sa PME a presque été tuée. Voilà un exemple concret. Est-ce que le gouvernement... Je voulais m'en venir voilà. Par rapport... Mais si vous permettez, madame, il pose là un problème très très important. Le problème de la solvabilité de l'État dans la commande publique. D'abord, nous pensons que pour faire vivre les PME, il faut, c'est pour ça que je vous l'ai dit en début de notre échange, il faut densifier la commande publique. Ce qui est fabriqué au Cameroun doit être consommé au Cameroun. En tout cas, ce dont l'État a besoin et qui est fabriqué au Cameroun doit être acheté au Cameroun. Et vous, quand vous fabriquez le coffre-fort, ça veut dire que vous pouvez même exporter. Ben oui. Notamment en zone au monde de la sous-région. Et c'est pour ça qu'il vous faut la certification. Il y a pourtant la norme, l'agence de la norme et de la qualité,
Mais je sais bien que le système de corruption est tel que pour qu'on vous donne la certification, c'est un souci. Mais c'est un problème effectivement. Et ce problème de solvabilité a tué beaucoup de PME. Parce que c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Une PME, souvent, elle n'a pas d'argent propre, elle a de l'expertise. Elle a un savoir-faire. Souvent, l'argent avec lequel elle produit, c'est un argent emprunté à une banque. Emprunté à une banque ou à une coopération. Ou à une coopérative ou que c'est un truc comme ça. Et il faut que celui qui achète paye rapidement. Sinon, pour qu'il puisse rembourser l'argent. Quand il ne rembourse pas rapidement, les traites à la banque sont telles que le capital, le principal et les intérêts, intérêts disparaissent dans le capital, s'engouffre là-dedans. Le capital et le bénéfice qu'il pouvait faire. Et beaucoup de PME sont mortes comme ça au Cameroun. C'est pour ça, et tout ça est alimenté par quoi? Par un système de corruption dans la commande publique, dans les marchés publics. Vous voyez donc, effectivement, pour faire vivre les PME, il faut régler le problème de l'accès. Vous avez du travail, hein? Mais le Cameroun, c'est un État en friche. C'est pour ça que je vous dis, rentrons, monsieur Moafa. Alors, Jésus-Marie-Joseph, vous voulez me tuer ou quoi? Non, peut-être du travail, justement. Vous avez une autre question, Patricia? Oui, c'était par rapport à l'insécurité. Ah. Oui, déjà, oui, par rapport à l'insécurité. Parce que nombre de fois, qu'on a beau construire, surtout pour nous, les gens de la diaspora, on a nos maisons en Afrique et tout. On a peur d'y vivre et tout, pour la simple raison que de se faire cambrioler, ou voire même assassiner et tout. Est-ce que comptez-vous faire par rapport à cela? Est-ce que il y aura une milice, qu'on appelle ça milice et tout, qui va surveiller, ou bien par rapport à la police, que quand tu appelles la police, elle est là tout de suite. Voilà, parce que j'ai vu un jour et tout, il y a eu un incendie, et le temps que les pompiers arrivent, le feu était déjà fini, les pompiers sont arrivés 4 ou 5 heures. Il n'y a pas d'eau dans le camion, par exemple. Il n'y a pas d'essence dans le camion. Non, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Le premier, il n'y avait pas d'eau. Ils sont venus, mais il n'y a pas de 2 heures. Dans un pays gorgé d'eau. Voilà. Voilà. Vous posez la question, il y a un début de réponse dans votre question. Mais je voulais vous dire, au Cameroun, il y a, nous, dans notre groupe, quand nous analysons l'insécurité, c'est à 2 niveaux. Il y a l'insécurité matérielle, l'insécurité immatérielle. L'insécurité matérielle, c'est celle du cambriolage, de vos biens, de l'agression physique. Mais l'insécurité immatérielle est encore plus grave, madame. Nous sommes, je suis désolé de le dire, dans l'un des rares pays où vous pouvez entrer un jour dans un ministère, vous ouvrez une porte, vous vous asseyez au premier bureau que vous trouvez, et les gens qui sont dans ce bureau se disent que s'ils s'assoient là, c'est sûr qu'on l'a nommé hier soir. Et puis on commence à vous donner des dossiers. Parce que le seul système d'identification pose problème. Oh là. La numérisation est absente. Et si on ne s'approprie pas l'outil informatique qui permet de sécuriser l'identité, la situation physique de quelqu'un, tout est en insécurité. C'est pour ça que même la banque a du mal à prêter de l'argent. Parce que si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un qui vous fait le plan de localisation, et il dessine, il vous dit derrière le manguier. C'est l'adresse de sa maison. Bon, si on coupe le manguier, oui, il sera plus derrière le manguier, vous ne le retrouverez jamais. Ça, c'est un problème réel. Mais pour l'insécurité sur laquelle vous avez insisté, la solution, c'est de régler, de combler les déficits qu'il y a à la police. Il y a un déficit en hommes, un déficit de moyens. Il y a aussi un déficit de formation. Merci, Jackie. Vous savez, sur ce coup, il faut y aller de façon nuancée. Parce que si même ils étaient vraiment en situation, on pourrait mieux évaluer s'ils sont capables ou pas de faire même ce boulot. Mais je vous le concède volontiers, parce que le problème de formation commence d'abord au recrutement. Il faut que ce mec qui a eu une licence en archéologie travaille dans l'archéologie. Voilà, et même, bon, encore qu'il n'y a pas encore de licence de sécurité, mais si déjà au moins au moment de recruter, on recrutait ceux qui ont du mérite intellectuellement et physiquement. Parce que pour être, si vous prenez un malingre comme moi, vous vous doutez bien que le premier bandit qui me voit d'abord tenter de me racler avant quoi que ce soit. Mais si vous, c'est pour rire, mais même physiquement, on est prédisposé à faire certaines choses. Et puis évidemment, on est bien formé. Méfiez-vous, on peut être comme moi, être très fort. Bruce Lee en a été.